Alors, papa, Oui. apparemment il t'arrive un truc joyeux, dis-moi quoi. Eh bien, nous venons juste de recevoir l'image réalisée par Daniel Romer du tort plat qui va servir à la couverture, si c'est accepté, de PNAS. Mais ce qui me fait plaisir, c'est l'incroyable beauté de cette image. Et nous allons aller la charger, ça va prendre un certain temps. Elle est là! Elle est là! Le point de départ, c'est plutôt accomplir quelque chose dans sa vie scientifique. Voilà. N'avoir pas cherché en vain, en quelque sorte. Avoir réellement permis de faire un pas. Avec cette aventure du tort plat, pour une fois, le rêve était à la hauteur de ce que j'avais dans ma tête. Je pense qu'il a dû nous dire qu'il avait un super projet et qu'il cherchait des gens et que... Quelque part, j'ai senti que c'était un moment qu'il fallait saisir. Voilà. Et il faut se lancer dans l'aventure. Et très vite, le courant a passé de façon extraordinaire avec Saïd, Boris et Francis. Et ça a été un plaisir extraordinaire. Dès la première année, on a beaucoup fait de maths, mais on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup ri. Il n'était pas du tout clair que le projet aboutirait. Vincent lui-même n'en était pas convaincu. Il avait d'ailleurs peur de nous engager dedans, en se disant « Oh là là, dans quoi je les amène ?» C'était un vrai souci, c'est une tension qui est montée au fur et à mesure des années. Les difficultés s'amoncelant. On n'en voyait jamais la fin. Donc les mois passaient, les semestres, les années. Et puis, certes, ça avançait, mais chaque fois qu'on faisait un pas, il y avait une nouvelle difficulté, une nouvelle falaise à franchir. On se disait, mais c'est pas possible. Moi, je l'avais commencé il y avait presque 6 ans, 6-7 ans, toi plutôt 5 ans. Et toujours pas de papier, toujours pas de résultat. Ça met quelque part sur une concrétisation. C'est vraiment, ça a dépassé toutes mes espérances, même tous mes rêves. Je pouvais pas imaginer ça, vraiment pas. Le tort, tout simplement, d'abord, c'est le carré, comme on a déjà vu. D'accord? Donc vous avez ici un carré, vous pouvez imaginer l'écran de l'ordinateur. D'accord? Et on identifie ici les côtés opposés. Hein, donc on a vu l'analogie avec Pac-Man. S'il y a un Pac-Man qui rentre ici, quand il arrive là, il rentre à nouveau de ce côté-là. D'accord? Donc il y a une identification ici, ce côté identifié à celui-là. Et il y a aussi une autre identification, c'est ici, si le Pac-Man sort par en haut, il revient aussi par en bas. D'accord? Donc les côtés ici opposés, ceux-là et ces deux-là, sont identifiés. Si je prends 2 points ici, A et B, eh ben, je vais dire que la distance est la longueur du segment qui relie ces 2 points. Si je prends ici 2 points A' et B' qui sont proches du bord, je vais les relier mais par le segment le plus court en utilisant l'identification. Et donc ça va me donner un segment qui part là et qui arrive là, d'accord? Et la longueur, la distance entre les points A' et B', c'est la distance de ces 2 segments, la somme de ces 2 segments. Donc ça c'est un objet abstrait qu'on appelle le tort carré plat. Donc le problème du plongement isométrique du tort carré plat dans l'espace de dimension 3 consiste à réaliser cet objet abstrait dans l'espace. Les principales difficultés qu'il y avait dans ce projet, c'était de marier une expertise qui était dans l'analyse géométrique théorique et du vrai calcul intensif, dur, pas forcément du tout les mêmes cultures. Et c'est là qu'arrive, avec son grand courage, Vincent Borelli et ses compères, avec peur de rien et disant qu'ils vont faire une petite déviation de leurs travaux et se lancer là-dedans. Et là, c'est comme dans tous les projets un peu originaux, il faut de la ténacité. Il faut convaincre les gens qu'il faut le faire et c'est très dur. Et une fois que c'est fait, tout le monde dit « Ah bien sûr, c'était évident, il fallait faire ça, c'était naturel. » But also there is a resistance in the community to accept non-standard things. It's really resistance. Only these enthusiastic people like that, they can do it. But you need really great enthusiasm, and it's so remarkable when it comes despite a priori resistance. Disons que le problème il s'inscrit dans une dynamique historique. Une des motivations de cette dynamique, c'est la cartographie.
Quand on veut cartographier la Terre et qu'on la met à plat, il y a forcément des déformations de distance, donc ça nous contraint à faire des cartes qui sont nécessairement menteuses de la Terre. Vous connaissez l'origine du mot géométrie? Géométrie, mesurer la Terre. Gauss, en 1815 ou 18, par là, on lui a donné la mission d'aller établir une carte du royaume de Hanovre. À l'époque, on avait déjà compris que la Terre, elle n'est pas exactement ronde. Elle est à peu près sphérique, mais il y a des petits défauts. Et les défauts, on ne les connaissait pas bien. Et Gauss se pose comme question, mais comment est-ce qu'on peut dresser une carte d'un pays qui n'est pas sur une sphère, mais qui se trouve sur une surface dont on ne connaît même pas la forme? Et c'est ça qui a poussé Gauss à réfléchir à la géométrie des surfaces, à inventer la courbure et tout le tremblement, dans le but de donner une assise théorique à la carte du royaume de Hanovre. Ok, les cartes sont peut-être menteuses, mais il y a une manière de corriger ce défaut qui est découvert par Gauss et par Riemann. Une forme compliquée, aussi bien une sphère, un tore, n'importe quoi, qu'on veut représenter à plat comme sur une carte. Si on la représente à plat, forcément on va avoir des distorsions de longueur. Et donc Riemann et Gauss nous disent, bah ok, vous ne les aurez pas ces distorsions de longueur si je vous donne le bon étalon de mesure à chaque point de votre carte. Et c'est ce qu'on appelle la géométrie riemannienne. Tissot représente cette déformation par une ellipse et qui est justement l'étalon de mesure. Ça, on appelle ça l'indicatrice de Tissot. Très vite, une fois qu'on a ce nouveau point de vue, on a la question inverse qui se pose. On me donne une carte avec l'étalon de mesure partout. Est-ce que je suis capable de retrouver l'objet auquel il lui correspond? Et ce problème va résister aux mathématiciens à presque 100 ans. C'est John Nash qui va, en 54 et en 56, par 2 coups de théâtre successifs, va produire 2 théorèmes qui vont résoudre quasi complètement ce problème du plongement isométrique. Quand j'étais petit, on avait un triangle là, hop, hop, il y en avait un autre triangle là. On disait qu'ils sont égaux si on peut transformer l'un dans l'autre en bougeant la feuille de papier, quoi. Hein. Et aujourd'hui, on dit isométrique. Pourquoi ça veut iso, ça veut dire même en grec, et métrique, taille, même taille, quoi. Donc, on dit que 2 triangles sont isométriques lorsqu'ils sont les mêmes. Voilà, ça c'était pour vous expliquer le mot isométrique. Et maintenant, je vais vous expliquer le mot plongement. Et puis après, je vais vous expliquer ce qu'est un plongement isométrique. D'accord, c'est pas plus bête que ça. Hein. Alors, comment est-ce que je plonge une surface? Là, c'est une surface. Comment est-ce que je repose? Ah, oui, c'est bon. Comment est-ce que je dois plonger cette surface dans l'espace? Eh bien voilà. La surface a été plongée dans l'espace. J'ai pris la surface et je l'ai déformée. Elle a été plongée dans l'espace. Donc un plongement d'une surface dans l'espace, c'est simplement prendre une surface et la mettre dans l'espace. C'est un plongement. Bon, c'est assez clair. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que ce plongement que je viens de faire est isométrique? Ça veut dire la chose suivante. Si je trace sur ma feuille de papier une courbe, si je m'applique à mesurer sa longueur, peut-être qu'ici ça fait, je sais pas, 18 cm. Ok. Maintenant, je prends la courbe et je plonge ma surface. La courbe qui était toute simple, elle est devenue très compliquée. Je la vois même plus. Elle est comme ça dans l'espace. Eh bien, la nouvelle courbe a la même longueur qu'avant. Hein, elle a été tordue, tout ça, mais n'empêche que c'est la même courbe qu'avant. Elle a des contorsions qu'elle n'avait pas avant, mais c'est la même longueur. Donc, dans ce plongement de la feuille de papier dans l'espace, j'ai respecté les longueurs. Le plongement est isométrique.
si j'avais dessiné ma courbe sur ma feuille de caoutchouc, et si non seulement j'avais écrabouillé ma feuille, mais j'avais profité pour la tirer comme ça, ma courbe verte que j'ai tracée serait en fait beaucoup plus longue après l'étirement. Donc dans ce cas-là, j'aurais plongé ma feuille de caoutchouc de manière non isométrique. Si je prends la feuille de papier de mon atlas et que je la mets sur la terre, c'est pas possible. D'accord? Et pourquoi c'est pas possible? À cause de Gauss. La feuille de papier dans l'atlas de géographie est plate, elle est de courbure 0. Si je pouvais la mettre isométriquement sur la sphère, comme la sphère est de courbure non nulle, nous serions en contradiction avec Gauss. Et vous avez tout compris. Le plongement isométrique du tore plat, un théorème très mystérieux de Nash et extrêmement surprenant des années 50 qui dit que, grosso modo, on peut transformer une feuille de papier blanche sans la plier et sans l'étirer ou sans la contracter, en la refermant, c'est-à-dire en identifiant les deux bords de la feuille et puis ensuite faire la même chose avec les deux autres bords. Alors si on essaie de faire ça à la main, on prend une feuille de papier, c'est facile d'identifier les deux premiers bords, ça fait un joli cylindre, mais après quand on essaye de réunir les deux cercles des bords du cylindre, là c'est la catastrophe, on force un peu et puis on voit apparaître des tas de plis, etc. Et ensuite, une fois qu'on a réalisé le cylindre, c'est là qu'arrivent les ennuis, les vrais ennuis, parce qu'on n'arrive pas, sans créer d'affreux plis et des singularités dans tout notre objet. Et là, je vais arriver à quelque chose de pas très élégant, mais si je veux identifier les deux côtés, comme ça, de manière assez naïve, bon, vous voyez, j'y arrive pas trop. The torus have this flat metric, so like first rule it one direction, and then you want to try to rule it in another direction. But in three-dimensional space we cannot do this, right? As soon as you have the cylinder, this, yeah, and you try to rule it, you cannot do that, right? But if you are in 4 dimension, you can do that, but in 3 dimension, you cannot. De toute façon, c'est pas la peine d'essayer de le faire sans pli, parce que c'est impossible, tout simplement. Voilà une surface. Tord dans l'espace. Alors maintenant, mettez-le dans une boule. Et faites diminuer la boule progressivement. Pouf, jusqu'au moment où elle touche le tord. Quand elle touche le tord, elle est complètement à l'intérieur du tord. Vous voyez que la sphère qui contient le tord, elle va avoir deux courbures égales et toutes les deux positives. Donc, il va se trouver que ça va impliquer, le théorème de Gauss va entraîner que K1, K2 est positif et pas nul. Voilà, je viens de démontrer qu'un tord plat n'existe pas. Un tord plat, un tord ne peut pas être mis dans l'espace de dimension 3 en étant plat. C'est pas possible parce que c'est en contradiction avec Gauss. La chose totalement incroyable, c'est que Nash a néanmoins, malgré cette impossibilité, démontré que c'était possible. Le problème, c'est que personne n'avait vu la tête de ce tord plat, parce que toutes les façons un peu naturelles qu'on essaie de le produire, ça crée des plis, on ne voit pas du tout à quoi ça ressemblait. C'est un peu comme si quelqu'un vous dit, si Nash nous avait dit « Ah, j'ai croisé un extraterrestre », vous dites « Ah, un extraterrestre, enfin il ressemble à quoi ?» Et là, Nash nous dit bah, j'ai oublié, je ne sais pas du tout à quoi il ressemble. Donc on a évidemment envie de savoir s'il a des tentacules, s'il a 14 yeux, ou s'il n'a pas d'yeux du tout, s'il a des cheveux, etc. Et donc cet objet était dans une situation mathématique et même existentielle totalement absurde. On sait qu'il existe, on ne sait pas du tout à quoi il ressemble. Et c'est ça qui a été notre aiguillon. On avait envie de savoir mais quels sont ces objets, quelles sont leurs propriétés géométriques, comment résoudre le paradoxe apparent de leur existence. Et entre l'époque de Nash, les années 50, et maintenant, en tout cas les années 2000, au moment où se passe ce projet, il y a un changement radical. C'est l'apparition de l'informatique haute performance, il y a la possibilité de faire de grands calculs et de grandes visualisations. Il doit y avoir moyen de visualiser ces choses maintenant.
C'est plus comme avant où on avait juste l'abstraction. Maintenant, on doit pouvoir les visualiser. Et bon, ça montre qu'il y avait ces idées-là, surtout peut-être à un endroit comme l'écosystème mathématique lyonnais, qui était très très soucieux de communication auprès du grand public. L'influence d'Étienne Gis, toujours en train d'essayer de rendre les choses simples et comme évidentes, comme si elles s'imposaient à vous, je dirais, c'était dans l'air quelque part. J'ai pas été directement attiré par ce problème de Nash. Mes intérêts scientifiques étaient plutôt de comprendre une technique qui avait été développée par Mikhail Gromov et qui s'appelle l'intégration convexe. Et plus généralement, je voulais comprendre une philosophie générale qu'il a appelée le H-principe. Je travaillais régulièrement sur ce fameux ouvrage Relations dérivées partielles qu'il a écrit dans les années 80, qui est sorti en 86 et donc qui était relativement neuf au moment où je débutais ma carrière en mathématiques. Et j'ai très vite compris que ce livre, ce serait un véritable défi, tant il m'était difficile de le lire. Gromov, c'était vraiment un esprit d'essayer de généraliser au maximum et de comprendre les démonstrations ou d'en créer des nouvelles d'un point de vue extrêmement général qui embrasse toute une quantité de géométrie qui a priori aura rien à voir. J'ouvre le livre, effectivement, je lis les théorèmes et je ne comprends rien, mais rien, c'est juste aucune accroche. On m'aurait parlé chinois, c'était pareil. When you apply all these general things back to Nash, just the way you apply it becomes actually not easy. This construction is so simple of Nash, yeah, and but this explanation requires more definition, more words than the proof. The proof, exactly, original proof of Nash is just, just extremely simple. I must admit, and I don't remember if I actually read the paper. Yeah. Dans ce livre, il y a pas mal d'exercices que Gromov donne. Et chaque exercice a été l'occasion à pas mal de chercheurs d'écrire 1 ou 2 articles entiers pour chaque exercice. Donc le livre est extrêmement puissant. Au bout d'un moment, j'ai pris conscience vraiment de la force des outils qui étaient présentés dans cet ouvrage. Et en particulier, j'en ai pris conscience avec précisément ce fameux théorème de Nash qui dit qu'on peut réaliser toutes les géométries imaginées par Riemann, qu'on peut les réaliser comme des surfaces dans notre espace concret. Et j'avais qu'une envie, c'est de voir ces surfaces imaginé par Nash et que le livre de Gromov me permettait de construire en quelque sorte. Et je me suis dit, ça doit être dans les bouquins. Je me souviens très bien de ce jour-là, je suis allé dans la bibliothèque et j'ai passé ma journée dans la bibliothèque. À l'époque, Internet ne permettait pas des recherches aussi faciles que maintenant. Donc j'ai passé l'après-midi, toute la journée, le matin, l'après-midi, dans la bibliothèque, à chercher des images. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune image de ces surfaces de Nash. Je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que les gens font pas d'images? Pourquoi est-ce qu'on se contente d'un résultat abstrait alors que moi j'ai envie de voir? Et puis je me suis dit, il y aura bien un imbécile qui un jour passera du temps à faire des images. Beaucoup d'enfants ont du mal à comprendre le concept abstrait de ce qu'est une surface. C'est un truc qui n'a pas d'épaisseur. C'est quelque chose qui est uniquement bidimensionnel, hein, mais qui n'a aucune épaisseur. Et c'est l'une des raisons didactiques qui font que c'est compliqué à expliquer ce qu'une surface. L'un des premiers mathématiciens qui ont travaillé sur les surfaces, c'est Léonard Euler. Et Euler, il arrive et il dit, bon, maintenant, j'ai envie de comprendre comment s'est fait une surface. Et j'aimerais savoir en quel sens une surface peut être plus courbée qu'une autre. Par exemple, une sphère de rayon 10 cm, est-ce qu'elle est plus courbée ou moins courbée qu'une sphère de rayon 1 mètre Alors Euler commence par écrire un article que j'aime beaucoup en latin, où il se pose la question de savoir quelles sont les surfaces qui ne sont pas courbées. Et les surfaces qui ne sont pas courbées, c'est celles qui sont obtenues à partir d'une feuille de papier. Ça, c'est un plan, c'est pas courbé. Et Euler, il se dit, qu'est-ce que je peux former comme surface à partir d'une feuille de papier en la déformant, mais sans faire de plis. Par exemple, ceci est un cylindre. On dirait qu'il est courbé parce qu'il est un peu rond ici, mais il n'est pas courbé là. Et pourtant, il est plat puisqu'il vient d'une feuille de papier.
Et puis plus généralement, je peux prendre ma feuille de papier, la mettre dans diverses positions, comme ça, et on voit bien que j'obtiens comme ça des surfaces que Euler a appelées des surfaces développables, des surfaces qu'on peut recouvrir par du papier. Et je voudrais savoir si mon ballon de rugby il est courbé ou pas courbé. Alors il dit ben voilà, on voit bien qu'ici il y a un cercle, et puis ici il y a un autre cercle. Et en quelque sorte, la surface, elle est courbée deux fois. Il y a une courbure comme ça, et une courbure comme ça. Et ici, il y a une grande courbure là, et ici, une petite courbure là. Et c'est ce que Euler explique, c'est que chaque fois qu'on veut comprendre une surface, on prend un point dessus, on peut définir deux courbures. Il y a ce qu'on appelle les courbures principales, K1 et K2. Alors, les surfaces peuvent avoir deux courbures principales. Par exemple, si je reprends ma feuille de papier, comme ça, ici c'est courbé, mais là c'est pas courbé. Donc là on a K1 égale 0 pour mon papier, et ici on a K1 égale 1 par exemple, comme ça, et 0. Et donc ça c'est la contribution de Euler, c'est d'expliquer qu'on peut comprendre les surfaces à travers deux courbures. Hein, donc ça c'est Euler. Bienvenue, mon ami. Bienvenue, on attendait que toi. Bon. Tu vas bien? Ouais. Salut. Toi aussi, t'as coupé les cheveux. Ouais. Donc d'abord, on s'est rencontrés à l'école centrale. Et puis ensuite, eh ben, on a eu chacun nos vies. Voilà, et on a eu une rencontre fortuite dans le métro en 2005. C'est là où tu m'as dit que tu avais un sujet que tu n'oserais pas donner à un thésard parce que ça mènerait à rien, mais que tu peux le tester sur moi, c'est ça. C'était l'utilisation du H-principe pour le retournement de la sphère. Voilà. J'ai une équation. Elle a une propriété ou pas d'avoir de satisfaire au H-principe. Si mon équation satisfait au H-principe, alors je suis en très bonne position pour comprendre les solutions, pour comprendre l'espace des solutions de cette équation. Une équation, ça peut avoir une solution, pas de solution, deux solutions, une infinité de solutions, des espaces continus de solutions qui vont définir des surfaces, etc. Et comprendre ces espaces de solutions est beaucoup plus facile quand l'équation satisfait à un H-principe. Le sujet à Saïd, je le propose, pourquoi? Je propose parce que maintenant on a un nouvel outil. Et on se dit, avec ce nouvel outil, comment est-ce que ça se passerait le retournement de la sphère? Et mon objectif, c'était pas le retournement de la sphère, mon objectif c'était, on fait le retournement de la sphère pour s'échauffer. Ça va être l'échauffement. Quand on a fait cet échauffement, on voit comment ça s'est passé. Comment ça va se passer? Eh bien, avec Saïd, on va passer plus de 2 ans à essayer de faire ce retournement de la sphère avec l'intégration convexe, sans y arriver vraiment. On y arrivait, mais très très mal. Plutôt, on arrivait à la première étape d'un programme qui devait en comporter 4 ou 5, et il nous a fallu quasi 2 ans pour ça. Et là, c'est là qu'il a fallu changer le fusil d'épaule. Il a fallu vraiment reposer les choses à plat, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et on a fait 2 choses. On a abandonné l'idée de retourner la sphère, c'était pas adapté, pas en tout cas pour démarrer. On s'est rendu compte qu'on pouvait attaquer directement le problème dur. Première décision. Deuxième décision, on n'allait pas pouvoir faire ça à nous deux. C'était pas possible. C'est un peu les 3 mousquetaires, donc ils sont 4. Chacun avait ses qualités propres. Vincent, c'est le matheux pur. Boris est à la frontière entre géométrie pure et géométrie appliquée. Francis, c'est l'intellectuel de l'informatique. Bon, Boris code aussi pas mal. Et puis Saïd, qui était côté maths pur. Et chacun avait son côté à la fois donc spécialisé dans le problème, assez performant, et à la fois, chacun a son côté un peu transverse. Donc je t'avais rencontré à Ulm, mais c'était il y a un bon moment. Et je savais pas du tout ce que tu étais devenu. Et là, je vois que tu étais là ce jour-là. Et là, je me suis dit, c'est pas vrai. J'ai Boris, j'ai Francis dans la même pièce. Là, c'est un appel du destin. Il faut que je fasse quelque chose. Les voilà, mais les gens que je cherche depuis si longtemps. Non, là, faut pas rougir.
Bon, je ne savais pas à quel point je me trompais, bien sûr. Et donc je suis venu avec ce projet en disant, écoutez, ça va être risqué. Ça, clairement, j'ai vraiment mis ça sur la table. J'ai dit, attention, c'est pas un projet orthogonal, ça va pas rentrer dans les clous, mais potentiellement à la fin, c'est peut-être le jackpot. Et le jackpot, ça serait de visualiser donc ces objets que personne n'avait jamais vus, qui étaient un défi à l'imagination. Ces objets inventés par Nash, eh bien, on a vu une technique pour y arriver, et probablement suffisamment de cerveaux différents et de moyens informatiques pour aller jusqu'au bout. Donc j'ai présenté ça en disant, ben voilà, on a cette technique, on a cette voie pour y aller, peut-être qu'au milieu il y aura des trous et qu'on ne va pas aller jusqu'au bout. Est-ce que ça vous intéresse quand même? Oui, non, mais nous deux, enfin moi j'étais ouvert, et dès l'instant où il s'agissait de belles mathématiques, voilà, moi j'étais prêt à m'engager, à prendre là-dedans. Pour moi, il y a le côté un peu aventure globale, et le fait que, de se sentir relativement bien avec vous sans trop vous connaître a priori. Et puis l'idée qu'on pouvait sortir à tout moment, on allait voir comment ça allait se passer en fait, c'est ça. Au début, on s'est surtout renseigné, on a tâté le terrain finalement. Et puis petit à petit, bon, on s'est pris au jeu. En fait, ça a même pris beaucoup de temps en tâtant le terrain. Ouais. C'est-à-dire que pendant une année, tu nous as expliqué, et puis nous, on faisait aussi nos choses en parallèle. J'étais intéressé par le problème dès le départ, et puis le fait d'aller dans cet inconnu. Et puis il y avait le temps quand même d'intégrer les notions aussi, qui prenaient du temps tout court, parce que en tous les cas, moi, c'était pas des objets que je manipulais au quotidien. Donc, moi, je crois que ce qui m'attirait en fait là-dedans, c'est pas forcément le fait de faire l'intégration convexe, tout ça, mais c'est de se dire, on va créer quelque chose d'un peu concret, et finalement, ça va au bout. Et ce côté, du coup, on va être obligé de mélanger des notions assez théoriques, mais devoir se confronter à une certaine réalité pour les réaliser. Non, c'était pour voir que c'était à peu près ce qu'on attendait. Voilà, c'est plutôt le flow ici qui nous intéresse. Il y avait l'idée en un point de revenir avec un paramètre entre 0 et 1. D'accord. Je voulais des gens qui soient avec des compétences suffisamment vastes pour comprendre non seulement leur domaine, mais aussi être capable d'avaler le mien. Donc ça, c'est rarissime. C'est rarissime. Des informaticiens qui ont une bibliothèque comme la tienne de géométrie, qui sont aussi engagés qui connaissent autant de géométrie, exactement pareil pour toi, Boris, qui a fait une thèse de géométrie ici. Ces compétences-là, j'en trouve pas partout, quoi. Mais en fait, tout s'auto-nourrit là-dedans. C'est que on met tous les mains, alors à différents degrés, mais surtout les aspects. C'est-à-dire qu'on ne peut pas programmer ou concevoir le calcul si on n'a pas compris comment c'est. Et inversement, on discutait tous ensemble du côté algorithmique. Et des fois, d'ailleurs, il y a certaines parties d'algorithmes qui ont fait changer la théorie, qui ont fait revoir les formules, et tout ça, quelque part, il faut une vraie interaction à plusieurs, mais sans se définir des rôles trop précis avant, quoi. Tout le monde intervient sur tous les aspects. On a chacun nos compétences, mais le problème, si c'est un problème d'informatique, tout le monde va travailler sur le problème d'informatique. Si c'est un problème de géométrie, tout le monde travaille dessus. C'est pas, tiens, c'est toi le géomètre, c'est toi l'informaticien, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionnait. Et le retour était très important. Après, les compétences de chacun, elles interviennent plutôt pour dire ce qui est faisable ou pas. C'est pas tant pour résoudre le problème que de dire ça, ok, du point de vue de l'informatique, du point de vue de la programmation, du point de vue numérique, on sait que ça devrait être faisable. Ok, ça sera beaucoup de travail, il y aura beaucoup de détails à régler, à résoudre, mais au bout du compte, on devrait finir par y arriver. Et ça, c'est extrêmement important, c'est peut-être le plus important. Ça a été tellement prégnant qu'on a fini par travailler de manière, disons, très discrète, parce que ce qu'on était en train de faire était plutôt considéré comme étant des travaux qui n'avaient aucune chance d'aboutir. C'est une vraie question, ça, pendant la recherche, de savoir la différence entre être suffisamment tenace et être suffisamment raisonnable pour dire non, là maintenant j'ai mis trop d'efforts là-dedans, il faut vraiment que je change de perspective. Et des fois ça se joue à pas grand-chose.
On se forçait à avoir un rythme relativement régulier, sachant qu'il pouvait pas avoir des périodes où tout le monde est occupé et d'autres périodes où on en fait beaucoup. Mais effectivement, une fois tous les 15 jours me paraît une bonne moyenne. Oui, puis c'est un moment où on était tous vraiment à fond, justement, sur là-dessus. Donc, mis à part les autres charges, sur le côté recherche, on était vraiment très impliqués là-dedans. Ah oui, effectivement. Donc c'est vraiment tous les jours, mais... Ouais. Ce qui a pris la tête, c'est la longueur. À un moment, on voulait que ça se conclue, que ça se termine, et en fait, à chaque fois, il y avait des problèmes qui réapparaissaient. Bien sûr, après coup, on se dit c'était super, c'est naturel, et voilà. Et puis on a ces images, des magnifiques fractales lisses qu'on peut montrer partout. Mais sur le coup, sur le champ, les gens disaient pas ça. On disait, moi, ce projet est un peu bizarre, qu'est-ce qui peut en sortir d'intéressant? C'était un projet multiple et pluridisciplinaire entre mathématiques, informatique, visualisation. Qui sait ce qui allait en sortir? Gauss, il démontre un théorème qui est central dans votre histoire de Vincent Borelli et ses petits copains, qu'il a appelé le théoréma egregium. Egregium en latin, ça veut dire remarquable. Quand il a démontré ce théorème, Gauss, il n'en croyait pas ses yeux. Il ne croyait pas ce qu'il avait démontré. Je le fais, mais pourtant je le crois. Mais voilà. Il était vraiment tellement émerveillé qu'il a appelé ça egregium. Alors voici le théorème. Prenez une surface dans l'espace. Regardez ces deux courbures, K1, K2. Et puis la surface, vous la déformez. Hein, vous l'avez réalisée en carton ou en papier mâché ou je ne sais quoi. Et puis vous la bougez comme ça. Maintenant, vous avez une autre surface. Et cette nouvelle surface a deux nouvelles courbures. On va dire C1 et C2. Alors bien sûr, ça a changé. Par exemple ici, les deux courbures sont égales à 0. Et quand je fais ça, il y en a une qui est égale à 0 et l'autre qui n'est pas égale à 0. Eh bien, Gauss démontre, alors encore une fois c'est vraiment un truc magnifique, c'est que quand on passe de là à là, les courbures changent, mais le produit des deux courbures, K1 et K2, ne change pas. Et ce nombre, on l'appelle aujourd'hui la courbure de Gauss. Courbure de Gauss. Ça, c'est un théorème absolument merveilleux. Et je dois dire que 2 siècles plus tard, ce théorème reste mystérieux. Bon, ça c'est Gauss. Alors maintenant, on va venir à notre tore plat qui vous intéresse. Voilà mon tore. Si je le mets dans une sphère, comme ça, et si je me place en ce point-là, eh bien, comme le tore est à l'intérieur de la sphère, la courbure de ce tore est plus grande que la courbure de la sphère. Donc elle est plus grande qu'un nombre positif, donc elle est positive. D'accord ? C'est ça le cœur de l'argument de Gauss pour montrer qu'un tore plat ne peut pas être situé dans l'espace. D'accord ? Je comprends bien que ça c'est un peu subtil. Hein ? Faut... Hein ? Alors, quand tu dis sur la grille, c'est sur la grille... Sur la nouvelle grille. Sur le carré. Pas sur le carré. Si, sur le carré. Pour l'instant, on est sur le carré, ouais. Là, avec les calculs qui sont là. Juste R, Z, N alpha sur le carré. D'accord. Et après, il y a le calcul du flot. Au niveau des grandes étapes, ça donne ça. Ils ont dans une direction donnée. Quelque part, il y a une direction donnée. Ouais. On a ces... on va trop vite pour eux. Ok. Précalcul sur la grille du tore Zn alpha. Oui. Flow, ça veut dire que tu vas calculer quanti Y là.
Dans les delta 2, Oui. bon, essentiellement ça, tu vas faire appel à ton... Calcul de flow en ST. Ouais. Tu fais appel à ton intégrateur. Là. Ça, c'est dans la base, par exemple, des 2, des 3. D'accord. Et après, alors comment tu fais ça là? Comment on fait quoi? L'intégration convexe. L'intégration convexe. C'est un sujet dans lequel, d'une part, on sait faire les démonstrations, mais il reste des questions ouvertes, très simples, fondamentales, rageantes. Et Vincent Borelli pointait du doigt, avec un mélange de malin plaisir et de désarroi, toutes ces questions très simples qui semblaient naturelles dans les démonstrations et qu'on ne savait pas résoudre. L'idée, ça va être de partir d'une forme qui ne préserve pas les longueurs des courbes, mais qui les raccourcit. C'est-à-dire qu'on va partir d'un petit modèle du tore, tel que chaque point ici correspond à un point sur cette surface, et puis la distance sur la surface, c'est-à-dire la plus petite courbe qui les relie sur la surface, eh bien sa longueur est beaucoup plus petite, ou plus petite disons, que la longueur calculée ici dans le carré. C'est ça l'idée de base. Partant de là, comment faire pour rallonger toutes les courbes pour qu'elles aient à la fin la longueur qu'elles doivent avoir ici? Comment on va faire ça? Eh bien l'idée toute bête, c'est d'aller couvrir notre objet d'une famille de courbes. Elles correspondent à certaines courbes, donc on connaît leur longueur, et là, elles n'ont pas la bonne, elles sont trop courtes. Donc comment peut-on faire pour les rallonger? Eh bien l'idée, ça va être d'osciller, ça va être de remplacer chaque courbe par une petite courbe qui oscille. Alors ça, c'est dit de manière très intuitive, mais en pratique, il faut des équations pour ça. Il faut dire vraiment comment je fais pour la faire osciller, et surtout comment je fais pour que tout oscille de manière cohérente. Parce que si bien sûr, si là je peux osciller d'une certaine manière et là d'une autre, mais s'il n'y a aucun lien entre les deux, je vais obtenir à la fin une surface qui est très loin d'être lisse. Or moi, à la fin, je veux obtenir quelque chose de lisse. Et c'est pas terminé, parce qu'une fois que j'aurai rallongé toutes ces courbes-là, eh ben, j'aurai juste rallongé les courbes de cette famille, mais si j'en prends une autre courbe qui n'a rien à voir, elle n'aura toujours pas la bonne longueur. Donc il va falloir prendre une autre famille de courbes, et puis recommencer. On commence à entrevoir les difficultés qu'il va y avoir, là où il faut trouver des bons procédés, là où il y a des équations qui vont intervenir, mais elles ne sont pas données au départ. C'est là que ces notions de choix interviennent. Dans la théorie générale, il existe un chemin, il existe une formule qui va vérifier les propriétés dont on a besoin. Et ici, on a besoin de ces formules. Et c'est vrai que c'est finalement prouver quelquefois l'existence peut être relativement facile, alors qu'avoir vraiment une formule qui marche, ça peut prendre beaucoup de temps. Et on sent bien que si donc on augmente dans une certaine direction, toutes les longueurs des courbes dans une certaine direction, ce qui se passe dans les autres directions, ça c'est très dur à contrôler. Donc nous en fait, on s'arrange pour qu'à chaque étape, on ne perturbe pas trop dans les autres directions. Dans une direction, on augmente les longueurs des courbes un petit peu, et dans les autres directions, on perturbe pas trop. Voilà, l'idée étant qu'à chaque étape, on construit une surface pour laquelle toutes les longueurs de toutes les courbes sont trop petites. D'accord? Mais par contre, on réduit petit à petit cette erreur. Everybody believes that there is these edges and nothing you can do with them. They are not mathematically, they don't satisfy what's called smoothness condition. If people believe it's impossible, right? The more you bend, the more singularity you produce. And what Smale found out, well, if you do it carefully, you can a little bit make it smooth. And then again a little bit, and then in the limit, it becomes smooth. So it's a limit process. It's not seen in the final stage, but it isn't hard to visualize. They were top mathematicians, they could never imagine this possible. But it contradicted the spirit of mathematics which was developed before that. That's the point of Nash. He made several papers, several results, contradicting the spirit of certain generation, and they changed perspective tremendously. Quand on a un théorème, il y a toujours des hypothèses. Et les hypothèses, elles sont parfois un peu cachées. Et quelquefois, on ne les écrit même pas tellement elles sont implicites. C'est tellement évident pour celui qui écrit le théorème qu'il y a des telles hypothèses qu'il ne l'écrit pas. Et c'est ce qui s'est passé avec Gauss. Gauss, dans son théorème qui dit qu'un tore plat ne peut pas être dans l'espace, c'est pas qu'il a triché.
Mais il y avait une hypothèse qui était implicite chez lui, et cette hypothèse, elle va être rompue dans l'approche de Nash. Alors l'hypothèse, c'est une hypothèse de régularité. Alors je vais essayer de l'expliquer comme j'aime bien avec les trains électriques. Quand j'étais petit, j'avais un train électrique qui était formé de rails qui étaient des segments de droite, et puis il y avait des rails qui étaient des arcs de cercle. Et par exemple, j'avais un train le moins cher, là, ce que mes parents m'avaient payé pour Noël, c'était juste un truc comme ça. Alors évidemment, dans la vraie vie, les trains électriques ne sont pas comme ça. Parce que si c'était comme ça, imaginez un peu le train qui roule sur ce segment-là, il va à vitesse constante sur ce segment, tout va bien, les gens sont assis dans la voiture tranquillement, et tout à coup, on voit qu'il emprunte un morceau d'arc circulaire, et là il se prend de la force centrifuge dans le train. Et du coup, le passager qui est là tranquillement dans son train reçoit un choc violent. Ce choc violent est dû au fait que la courbure ici était 0, et tout à coup, la courbure devient non nulle. Et le type qui est dans le train, pouf, il reçoit un choc. Donc ça ne nous plaît pas. Alors, ce que font la SNCF, c'est qu'ils collent entre l'arc de cercle et le segment des petits morceaux de courbe que je n'avais pas dans mon train électrique quand j'étais petit, qui permettent de passer progressivement de la courbure 0 à la courbure 1. Ces courbes, elles portent un nom, à coucher dehors, on les appelle des courbes des strophoïdes. Dans mon train électrique quand j'étais petit, vous avez ici une courbure qui est 0, et pouf, elle saute. Elle n'est pas continue, la courbure n'est pas continue. Alors que dans le vrai train de la vraie vie, il y a l'arc de strophoïde là, qui permet de passer continuellement. Donc cet arc-là, on dit qu'il est régulier, et les mathématiciens disent qu'il est de classe C2, parce qu'il a 2 dérivés. Et en effet, et si on prend mon train électrique quand j'étais petit, où la courbure passe de 0 et saute, il n'est que de classe C1, et il y a un choc dans la courbure. Eh bien, c'est là qu'est l'hypothèse que faisait Gauss. Gauss supposait implicitement, sans rien dire à personne, mais ce n'était pas un menteur, c'est parce qu'il n'y pensait même pas, il pensait que les surfaces dont il parlait étaient des surfaces régulières de classe C2. Donc il faisait l'hypothèse implicite que la courbure est continue. Et c'est sous cette hypothèse qu'il a démontré son théorème qu'on ne peut pas avoir un tore plat. Donc le théorème de Gauss précisé, c'est « il n'existe pas de tore plat dans l'espace » qui soit régulier. Et la contribution de Nash, ça a été de dire, mais si je retire cette hypothèse de régularité, si je m'autorise des surfaces qui ne sont pas régulières, est-ce que je peux faire un tore plat? Et voilà la contribution de Nash, de construire un tore plat, certes qui n'est pas de classe C2, mais qui est de classe C1. D'accord? Il n'a pas de courbure, la courbure est discontinue, elle saute. Je vais vous donner un autre exemple, si vous voulez. Ça, c'est pas une surface, c'est une courbe. Tu as une fonction périodique dans... Voilà, tu as celle-là. Voilà. Tu as cette fonction qui est périodique dans la moyenne et nulle. D'accord. Ça va tendre de toute façon vers la moyenne, voilà. Entre 0 et T. Voilà, ça... Si tu veux, en gros, ça permet de séparer, voilà. Les deux cachotiers. Ils avaient toutes les images. Non, mais c'est pas possible. Très honnêtement, ils tournent depuis vendredi dernier. Mais on a mis du temps quand même pour des détails. Ouais. Ah, dommage, là, je peux pas avoir d'image. On peut pas avoir d'image, là, tu peux pas mettre une image ancienne par hasard? Ah bah si, vas-y, une image que t'as déjà. Attends.
Oh là là. Non. Oh là 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 là. C'est pas beau ça. T'en as une autre? Ouais. Alors. Ouais, celle-là elle est pas mal. Non mais vraiment, vraiment, mais c'est magnifique, c'est fabuleux, mais... Oh là 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 là. Trop bien, comme dirait ma fille. La plus grande. Oh, la Claire aussi, elle dit trop bien. Terminer la deuxième, il manque la troisième. Ah bah non. Donc là, c'est un truc en direct, en fait. Ouais. Il reste plus qu'une direction, on pourra la visualiser. On va directement à la troisième. Hein, J'étais tenu au courant au fur et à mesure des déboires. Ah, le jour où tout a planté parce que les capacités de la machine ne sont pas du tout assez grandes pour soutenir toute la mémoire. Le jour où il découvre une simplification qui est tellement grosse qu'il ne peut même pas croire que c'est possible. Le jour où ils ont réussi à décrocher un financement. Le jour où les premières images apparaissent. Et quand ils se disent aussi, oh là là, là c'est de l'or ce qu'on a, il ne faut surtout pas les divulguer, les images, il faut attendre avant de bien raffiner la résolution et de voir tout ça. C'était une vraie aventure. C'est la toute première image que nous avons obtenue par application de la méthode de l'intégration convexe. Alors très exactement, ce qu'on a là, c'est une image intermédiaire, c'est-à-dire que la méthode d'intégration convexe a été appliquée 2 fois. On était très heureux, très fébrile à la réception de cette image, et ce qu'on y voyait nous rassurait. On y voyait des structures en amande, et ces structures en amande, elles présentent des zones très plates, ce qui est complètement attendu si on veut visualiser un tore plat, et puis également des structures qui ont envie des zones qui ont envie de se plier. Et ces zones qui ont envie de se plier, elles ne se plient pas tout à fait. Elles forment des renflements, des parties extrêmement courbées. Et ces parties extrêmement courbées, là aussi, elles étaient attendues pour des questions de perte de régularité. Donc on était complètement rassurés avec cet objet, et pourtant nous faisions fausse route. Comment on s'en est aperçu? Tout simplement parce qu'on a été incapable d'empiler une intégration convexe supplémentaire. Là, les mathématiques résistaient, refusaient de rajouter une intégration convexe supplémentaire, ce qui nous signifiait qu'on n'était pas dans la bonne direction. Il y a vraiment un saut conceptuel entre savoir que je peux choisir ces chemins et les choisir explicitement et les choisir de façon à ce que ça soit ensuite applicable pour toutes les autres étapes. Et c'est d'autant plus difficile à choisir qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas la forme de l'objet, justement. Cet objet, il a une régularité qui est tout à fait paradoxale. On ne comprend pas vers où on va. Et il faudrait faire le choix en amont pour aller vers cet endroit-là sans se tromper. Et c'est ça qui est délicat. Et évidemment, on s'est trompé. Et on a mis pas mal de temps à faire l'étape 1. Choisir des chemins. Une fois qu'on avait l'étape 1, d'autres difficultés mathématiques arrivent. Est-ce que le procédé de Gromov est un procédé dit itératif? Ça signifie que vous construisez par une infinité d'étapes votre objet. Donc vous prenez votre objet, vous lui appliquez quelque chose, hop, encore quelque chose, une infinité de fois. Eh bien, une fois qu'on a franchi la première étape, on s'est rendu compte qu'on ne franchissait pas la deuxième étape, qui soi-disant était la même que la première à une autre échelle. Comment ça se fait? Et ainsi de suite. Donc chaque fois qu'on avançait dans ce problème, on se rendait compte que ce qui nous semblait facile sur le papier, ce qui mathématiquement s'écrit en 2 lignes, quand on veut le réaliser concrètement, eh bien, pour des raisons qu'on ne comprenait pas à l'époque, mais que maintenant on comprend, ça ne fonctionnait pas. Et voici l'essai qui va nous permettre de passer ce fameux cap. 3 intégrations convexes successives. On s'aperçoit tout de suite que la surface, elle est beaucoup plus ordonnée, beaucoup moins tourmentée. On a quelque chose qui a une structure qui visuellement est bien homogène. Moi, ça m'évoque comme un chandail. Et quand on va regarder de près ce qui se passe, cette fois, notre structure, elle s'ordonne d'une manière parfaite. Et quand on est arrivé à cette image-là, on était vraiment relativement confiant. On s'est dit, là maintenant, on a de la structure,
on a de bonnes raisons de penser qu'on est dans la bonne voie, qu'on est en train de suivre le bon chemin. La visualisation, en tout cas, c'est un aspect important pour guider l'intuition, en effet. On pourrait avoir l'intuition mathématiquement si on était assez fort pour voir mathématiquement ce qui se passe juste avec les équations. On ne l'est pas, et du coup, la visualisation aide beaucoup. En fait, lorsqu'on passe d'une étape d'intégration convexe à une autre, il faut que les fréquences des oscillations soient très distantes, très différentes. Alors sur cette image, on voit que effectivement, on a choisi des fréquences très différentes. On a une première oscillation qu'on peut imaginer ici comme des grandes vagues qui est assez faible. On a une fréquence qui est relativement petite. Et puis viennent s'ajouter une deuxième étape d'intégration convexe qui déforme la surface selon une deuxième vague d'oscillation avec une plus grande fréquence. À ce niveau-là, on ne savait pas encore quels étaient les bons paramètres et on a affiché l'erreur à une surface idéale. Donc une surface idéale serait une surface isométrique au tore carré plat, dans laquelle chaque petite maille ici devrait être précisément carrée. On a appliqué cette méthode de manière locale, parce que la technique d'intégration convexe demande des fréquences qui augmentent environ 10 fois à chaque étape. Ce qui signifie aussi avoir un maillage qui est 100 fois plus grand à chaque étape. Donc on voit bien les limites de la méthode, on ne va pas pouvoir le faire beaucoup de fois, parce qu'on dépasse vite les capacités des ordinateurs. Parce que dans Surcharge Online, il y a du zoo, zoo intégration type. Mais zoo intégration type, c'est nécessaire pour le programme zoo. Ouais. Ils ne sont pas appelés. A priori, je me souviens très bien les premières images qu'il nous a produites. Je les avais trouvées mais juste extraordinaires. Et je me suis dit, ce type-là, il me le faut. Je le veux dans l'équipe. J'étais voisin de bureau de Boris à l'époque où je faisais ma thèse dans le domaine de l'informatique graphique. Moi, j'étais plus sur le côté manipulation de modèles 3D, visualisation de modèles 3D. Boris était plus sur le côté mathématique et il me parlait régulièrement en fait, de ce projet de tore plat qui avançait. Et on avait échangé par moments, je lui avais fait des images, on avait échangé sur ce qu'il était possible de faire. Une fois que le tore plat, la partie théorique, on va dire, avait été fondée avec une première implémentation et des données qui étaient sorties, il se trouvait que l'équipe EVA avait un problème, encore une fois, enfin, avait un souci pour sortir des images, pour avoir des images de bonne qualité, pour illustrer en fait ce tore. Ils avaient les données, mais ils n'arrivaient pas à avoir des images de bonne qualité. Première étape qui est, on va dire effectivement, les mathématiques pures, sortir une formule qui va nous donner un processus pour générer des données. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est la partie code, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va mettre en place cette formule dans un code qui va être exécuté par une machine, et cette machine, elle va ressortir un ensemble de données, ce qu'on va appeler des sommets. En fait, ça va être des points dans l'espace qui vont décrire la géométrie de l'objet. Ensuite, une fois qu'on a ce fichier de géométrie, il manque encore une troisième étape qui est l'interprétation de cette géométrie vers une image 2D, donc un ensemble de pixels colorés qui va nous donner vraiment cette représentation visuelle de l'image. En haut à gauche, sur la première et deuxième, en fait sur toutes les traînées un petit peu, il y a comme un truc horizontal, ouais. Ça là. Ah, ouais. Non? Non, mais c'est partout. C'est normal. C'est normal ça. Je sais pas, j'ai du mal. Oui, effectivement, ce que dit Boris, c'est que si tu regardes les. Non, mais peut-être que c'est normal. Les grosses. Les vaguelettes à l'échelle où elles sont. Ah, c'est peut-être de la réflexion. Un peu horizontale. Mais oui, je pense que c'est de la réflexion d'au-dessus. Oui, il y a de la réflexion. Ce truc-là est normal en fait. Il y en a partout, ouais.
Enfin, pas Ça, partout, c'est mais... dû à la réflexion. Ouais. Ah, il m'a fait bizarre, mais en fait, c'est normal. Non, super. Non, là où il y a des artefacts, c'est sur les grosses corrugations. Ouais. Entre les grosses corrugations, tu vas avoir une ligne blanche de démarcation. que je vois, ouais. Le strip. Hein. Ouais. Et ça vient de quoi, ça? Bah, c'est dû que si tu regardes les strips, les uns par rapport aux autres, il y en a un qui a un fond tout blanc et l'autre qui... Tu vois, quand il y a la grosse corrugation, ça tombe sur un fond qui est tout blanc, tout clair. Donc le lien, la transition entre cette grosse corrugation n'est pas lisse par rapport à celle qu'on voit sur le fond. Ben, ah oui, alors peut-être on parle pas S'imaginer quelle pouvait être la géométrie de l'objet, c'était un vrai défi. Et petit à petit, on a mieux compris cette géométrie et on s'est rendu compte qu'elle était intermédiaire entre la géométrie fractale, qui est une géométrie de la plus basse régularité qui soit, c'est la régularité 0, de classe 0. Donc un objet qui était à mi-chemin entre la géométrie fractale et puis la géométrie usuelle des surfaces telle qu'on en faisait avec Gauss ou avec Riemann, donc une régularité des objets très très lisses. On avait vraiment un objet intermédiaire et cette structure-là était nouvelle. On avait une façon de passer en quelque sorte continuellement d'un objet fractal à un objet lisse. Et on a commencé à s'intéresser à comprendre cette structure, à la décrire et à la nommer. On l'a appelé C1 fractal et puis c'est devenu fractal lisse. Alors en fait, il y a là un paradoxe, d'accord, dans la terminologie fractale lisse. Dans une fractale classique, un objet fractal, l'objet n'est pas lisse et n'est pas de classe C1. Quand vous zoomez, justement, vous voyez toujours des formes et l'objet ne s'aplatit pas. Alors, nous, sur l'objet que l'on a créé, justement, quand on zoome dans l'objet, on voit qu'à chaque échelle, il y a des oscillations. Donc il y a un même motif qui se répète. Donc il y a là vraiment un paradoxe, d'accord? On a un objet qui a un comportement fractal, mais qui est lisse, alors qu'a priori, ce n'est pas possible d'avoir les deux. Alors on a traduit, si vous voulez, cette propriété par un théorème, un résultat mathématique, qui vous dit en fait que le comportement fractal n'est pas directement sur la géométrie de cet objet, de cette surface, mais sur sa normale. Alors, la normale à la surface, c'est une direction qui est perpendiculaire à la surface. Et si on analyse justement la normale à tous les points de cet objet, on a justement un objet fractal. On voulait absolument construire une surface avec une 4e corrugation. Alors ça peut paraître un peu bizarre, d'accord? Et en fait, l'intérêt est principalement visuel. Si on se place à une distance raisonnable de l'objet, ici, on voit bien la dernière corrugation, ici, tout en petit. Par contre, on réalise bien que c'est la dernière corrugation et qu'il n'y en a pas qui suivent. Qu'il n'y a pas de 4e, ni de 5e corrugation, etc. On n'a pas le sentiment d'appréhender la géométrie de cet objet. Ce n'en est qu'une approximation. Donc ça, c'est un peu dérangeant. Au final, on a mis plus d'1 an pour arriver à faire cette 4e corrugation. On a eu beaucoup de problèmes pendant cette année-là, de problèmes de nature algorithmique, numérique pour faire des calculs qui soient précis, et aussi de problèmes de capacité d'ordinateur, de machine. Un exemple tout simple, pour représenter une surface avec 4 corrugations, on a été amené à utiliser beaucoup de points, et on est arrivé jusqu'à 2 milliards de points pour la représenter. Donc ce n'est pas évident après de travailler avec des objets aussi discrétisés. He has a secret practical behavior, which is implemented by this picture, but mathematics of that I don't think I've truly understood. Yeah, what a range of influence of this fractality and what it implies. Ah oui, non mais du coup, on prend epsilon de telle manière à ce que epsilon plus machin soit plus petit que... Ah, total. Voilà. Et finalement, c'est comme les vrais traits de génie. Avant, ça paraît impossible. Après, ça paraît naturel. Ça s'impose quand on le voit. C'était une belle illustration de ces mots qu'avait eu Misha Gromov pour parler du travail de John Nash. Cela ne pouvait pas être vrai, et c'était vrai.
En fait, attends, pourquoi on met du texte? Au départ, on a défini IC de 0 mu 1 et 1, on a with des notes, IC de ça égale point. C'est bon, c'est clair. Parce qu'en fait, avant de convaincre, il y a dans ce processus éditorial un peu particulier qui est nature ou science, il y a deux étapes différentes. Il y a un, de convaincre l'éditeur. Ouais. Donc ça, c'est malheureusement le plus compliqué, on va dire. Et puis après, il y a la partie review où là, il faut convaincre le reviewer. Et donc, si tu te contentes de tes 1500 mots que tu as le droit, tu peux ne pas être assez pertinent dans ce que tu racontes. Alors, nous, on a un supplémentary document de 60 pages. C'est bien. Combien? 60. Excellent. Oui, non, c'est 4 ans de boulot, quoi. La technologie par bain de cire était très intéressante, mais avec deux inconvénients. Déjà, la cire pénètre effectivement à l'intérieur, ce qui nous a permis de savoir d'ailleurs que ça pénétrait très profondément. Donc, si on le faisait après collage, ça remplissait le tore de cire, et du coup, il était plus creux. Moment historique. Non, mais tu veux que ça passe? Nous fêtons l'article PNS, la couverture, la gloire, et comme d'habitude, on se dispute. Mais ça va, si t'arrives avec... Vas-y. Saïd, te venge pas de ton directeur de thèse. Ne m'envoie pas ça dans l'œil. Fais semblant. Ah, Oh, ça y joli, est. Saïd. Bravo. Joli. Pas une goutte. Super. Regardez ça en plus avec... c'est impressionnant, pas du... Messieurs. Boris, c'était vraiment du mauvais côté. Je suis désolé, je bois ton... Hop. Allez. Et Dans la ligne Chin. Tout a commencé. Hop. Et à Vincent qui nous a amenés dans cette aventure. Ouais, merci bien Vincent. Ouais. C'est un super projet.